de 4 orateurs plus un, dont vous avez compris qu'il est à l'extérieur de Céno. On va peut-être lui demander tout de suite, pour vérifier la compatibilité technique de cette initiative des organisateurs. Jacques Saint-Calbre, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci de votre présence. Vous êtes médecin, urologue en l'occurrence, spécialiste en... De quoi? Monsieur ça va bien, que j'ai fait des greffes d'organes. Vous avez fait des greffes d'organes, oui, de reins, de foie, de pancréas, pendant 35 ans. Très bien. Ça fait combien de personnes, ça, dont vous avez ainsi changé la vie et sans doute amélioré? On a fait à peu près 4000 greffes. 4000 dans vos mains. Vous avez dans les bras 4000 interventions ou avec vos équipes? Non, non, toute l'équipe, étant le plus vieux, j'ai démarré l'activité, mais c'est un travail d'équipe. Alors, est-ce que l'accès aux soins en territoire de montagne, aujourd'hui, dont les organisateurs posent la question, mission impossible, est-ce que cet accès aux soins, via notamment les réseaux numériques, l'équipement digital, vous semble aujourd'hui vraiment facilité par cette numérisation des usages, ou bien vous êtes un adepte de la dernière heure et auquel cas vous êtes encore à convaincre? Alors je ne sais pas quoi vous répondre, mais simplement ce que je peux vous dire, c'est que il me semble, il y a beaucoup d'experts sûrement aussi dans la salle, il me semble que la technologie était en avance sur les usages et les pratiques médicales, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que la technologie est arrivée à maturité, c'est-à-dire qu'à la fois elle peut garantir une bonne fiabilité, d'autre part elle est devenue économiquement accessible. Donc beaucoup de modèles peuvent s'organiser, et je crois savoir, puisque je n'ai pas le plaisir d'être parmi vous, je crois savoir que vous avez déjà des présentations qui utilisent des technologies qu'on va appeler de façon générique télémédecine, et qui s'appuient sur les liaisons satellitaires. Ce que je vous montrerai quand je vous demanderai quand vous donnerez la parole, c'est une possibilité de faire des téléconsultations. Ça ne se fera pas au sommet de la montagne, mais chacun pourra juger qu'il y a beaucoup d'applications possibles. Vous n'avez pas besoin, vous, avec votre expérience, de voir le patient? Il n'y a pas quelque chose qui va être perdu dans ce qui vous a fait aussi venir vers la médecine? Écoutez, si bien sûr, il faut voir le patient, on peut le voir, mais dans ce que je vous présenterai, vous pourrez constater qu'on voit le patient. L'idée, c'est de faire une téléconsultation, soit une vraie consultation médicale. C'est-à-dire que la technologie nous permet de nous affranchir de la distance et qu'on puisse, sans que ça soit irréaliste, sans que ça fasse appel à des technologies exotiques ou ésotériques, qu'on puisse faire une vraie consultation avec toutes les composantes d'une consultation médicale. Merci. Continuons ce tour de table, entre guillemets, cher professeur, en découvrant vos collègues de tribune. Valérie Ayache, bonjour, vous êtes directrice générale d'un cluster qui est à Grenoble, qui officie pour le compte d'une, on a quoi, 10, 15, 150 entreprises. Quelle est aujourd'hui la représentation que vous emportez avec vous? Cluster qui s'appelle Medicals. En fait, on représente presque 60 entreprises. Parlez bien dans le micro pour le professeur. Une soixantaine d'entreprises du secteur de la santé, et aussi des centres de recherche et des universités, et des acteurs institutionnels comme les collectivités territoriales, le CHU de Grenoble. Donc voilà, tous les acteurs qui sont intéressés au développement d'une filière santé sur ce territoire. Quelle veille aujourd'hui vous serez un peu notre grand témoin, puisque vous faites le lien entre la recherche, les acteurs économiques, les territoires. Quelle veille faites-vous sur justement ces nouvelles applications des outils numériques, cette exportation du numérique à l'univers médical?
On va dire qu'aujourd'hui, cette exportation, elle peut être une très grande chance pour l'univers médical, parce qu'en territoire de montagne, on est particulièrement sensible à la raréfication des ressources, que ce soit des ressources humaines qualifiées, que ce soit des infrastructures, à la fois des infrastructures médicales, de pointe, ou des infrastructures télécom. Donc c'est vrai qu'on est dans des territoires où on va dire qu'il y a des contraintes fortes, et où là, effectivement, les nouvelles technologies pour la santé, on va dire la convergence entre les technologies médicales et les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent amener des solutions faciles, simples, mais effectivement, leur mise en œuvre aujourd'hui est difficile. Alors, on va peut-être revenir plus tard sur ces éléments-là. Jeannot Alouche, je vous propose juste de venir sur ce fauteuil rouge. J'ai eu la maladresse de vous proposer de vous mettre en pleine lumière comme ça. Valérie, dans les entreprises, les 60 entreprises qui évoluent dans ce cluster péri-grenoblois, y en a-t-il qui sont plus ou moins basés ou dont l'activité est essentiellement sur ces territoires un peu, pas dévastés, mais abandonnés, que sont les territoires de montagne? Alors moi je m'occupe d'entreprises innovantes, donc ça veut dire majoritairement des spin-offs de la recherche publique. Je ne sais pas si vous connaissez le terme spin-off, en fait. Ce sont des entreprises qui ont été à la base créées par des résultats de la recherche, donc soit par des chercheurs, soit après ils ont formé des équipes avec des managers. Mais c'est vrai que l'innovation, dans tous les secteurs d'activité, elle est d'abord mondiale. Donc ces entreprises sont nées à Grenoble, dans le territoire isérois, mais elles ont vocation à s'internationaliser très vite, très rapidement. Donc c'est aussi une de nos actions, c'est de les aider à devenir internationales. Parce que c'est vrai que l'innovation, elle est de toute façon internationale. Vous nous direz ce que vous allez rapporter d'ici 1h30 à tous vos mandants, à toutes ces entreprises dont vous êtes là un peu le pôle avancé en termes de veille sur ce qui est aujourd'hui l'appropriation par les territoires de montagne de cette philosophie numérique. Professeur Bernard, bonjour. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, vous n'êtes pas professeur, montrez-moi vos papiers. Vous êtes dirigeant hospitalier. Et voilà, bonjour à vous. Bonjour. Je ne sais pas s'il fonctionnait. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre présence ici même? Vous allez intervenir très vite. Eh bien écoutez, d'abord merci de votre invitation, mais c'est pour dire que, étant un des hôpitaux référents de l'arc alpin, nous avons forcément des responsabilités dans l'organisation des parcours de soins. Et naturellement, sur Annecy, le nouvel hôpital qui a été mis en place en 2008 a été l'occasion de créer le cœur d'un hôpital numérique, sans doute une des premières en France. Et ceci, naturellement, nous donne envie de passer à la phase 2. Et naturellement, économie de montagne et lac, difficulté de proximité, rareté de la démographie médicale sont autant d'arguments qui nous incitent, indépendamment de la performance et de l'efficience qu'on peut en attendre, en particulier dans les milieux isolés. La phase 1, c'est l'hôpital mère de toutes les nations comme pôle numérique d'emploi d'usage numérique, etc. Ok, on a beaucoup investi dans l'hôpital. La phase 2, on le comprend, c'est que les soins à domicile, les patients qui ne viennent pas à l'hôpital mais dont on fait tout pour qu'ils restent chez eux, puissent à leur tour bénéficier de cette numérisation des visites, des consultations, des transmissions. C'est tout à fait ça. C'est s'assurer que dans l'ensemble des filières de soins, il y a une réponse graduée et que cette réponse graduée sur l'ensemble du territoire est d'un niveau équivalent et surtout favorise l'évitement de l'hospitalisation. Jeannot Alouche, alors professeur ou cadre actif dans cet univers de la recherche, de l'avancée, de l'investissement? Professeur, ni docteur, ni professeur, mais directeur marketing et représentant d'un constructeur qui nous a demandé de mettre en œuvre des synergies pour répondre à des problématiques globales. D'accord. Favoriser évidemment... Constructeur de quoi? Constructeur d'informatique, ouais. Toshiba, mais aussi constructeur d'outils de communication comme les télés, les tablettes, mais aussi acteur Toshiba Medical est acteur pour ses scanners. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis en charge
d'apporter de la valeur ajoutée bien sûr aux équipements du constructeur, mais de ce fait de mettre en œuvre des approches globales dans l'éducation, dans la santé et pour l'entreprise également. Et effectivement, le contexte du numérique se prête à utiliser des technologies qui sont souvent les mêmes pour des usages qui sont parfois différents. Quelle réalisation avez-vous poussé? Quelle est la chose la plus aboutie que vous ayez amené Toshiba à faire avec tel ou tel acteur dans l'univers de la santé? Alors, le domaine, je dirais, du médico-social est un domaine dont se préoccupent beaucoup de collectivités. Il en est qui sont représentés probablement. Mais quand on parle de médico-social, il y a le médico qui intervient. Moi, aujourd'hui, je suis convié, je vous remercie, pour être plutôt témoin d'un projet pour lequel j'ai été le coordinateur et le chef de projet, et qui a permis de mettre en situation un concept global, et qui a permis de réunir un certain nombre d'experts qui ont contribué à une réponse globale. Aujourd'hui, le contexte est tellement complexe avec tous les intervenants du côté sanitaire et du côté social. Il est éminemment complexe et je ne connais pas à ce jour quelqu'un qui a une réponse à lui tout seul globale. Et donc le professeur Saint-Cadre, je l'ai rencontré dans la quête de la constitution du consortium qui a répondu à un projet dont je témoignais tout à l'heure. D'accord, c'est un pèlerin comme vous, à la recherche. Et on a un chercheur avec nous justement. Vous serez cet autre grand témoin, Monsieur Lebet, avec Valérie, qui mettra un petit peu de relief au bénéfice de ces acteurs territoriaux qui peuvent être intéressés par ces questions de qualité de vie finalement sur un territoire. De quel univers de la recherche nous venez-vous? Je viens de la Commission européenne, donc c'est plutôt l'administration, même si j'ai passé 5 ans effectivement à l'Université de Genève, à l'Institut de médecine sociale et préventive, en tant que chercheur. Mais ici, mon témoignage sera plutôt au niveau européen et de vous présenter effectivement quels sont les grands défis, les grands enjeux pour l'Europe de ce qu'est la santé dans 10 ans, dans 20 ans au niveau européen, quelle réponse peut apporter l'Union européenne en matière de santé, et justement, est-ce qu'il est possible aussi les TIC peuvent aider la santé, dans quelle mesure l'Europe aussi peut répondre à ces deux nouveaux enjeux. On parle beaucoup de l'agenda digital, c'est un des éléments, une des facettes de cet agenda. L'agenda digital, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que l'agenda digital. On va voir effectivement dans la présentation que d'autres programmes existent. Et effectivement, ces autres programmes font le lien avec la santé, même place peut-être la santé avant, et essayent effectivement de coordonner l'ensemble des instruments au-delà de l'agenda digital. Quelle est la direction générale? On commence à se familiariser avec l'administration communautaire. Quelle est la DG référente sur ces questions de télémédecine, de dissémination de gestes numériques liés à la santé dans les territoires ruraux et en particulier de montagne? Quels sont là où les DG concernés? Oui, je dirais que c'est un peu comme le corps humain, il est contacté de partout. Donc, si on regarde uniquement l'aspect, je vais dire, infrastructure, on est plutôt sur la DG Connect, donc, qui s'occupe de l'agenda digital. Si on approche santé, on a effectivement une DG santé, et si on est sur une approche territoriale, on est effectivement en connexion avec la direction générale de la politique régionale que je représente ici. Professeur Saint-Cadre, Monsieur Bernard va vers le pupitre. Est-ce que des gens qui sont ici à Sénaux, il y a quoi que ce soit que vous aimeriez savoir de plus? Vous entend-il? Tout va bien? Je suis heureux de participer à ce panel et je vous demande d'être mon interprète auprès des autres membres panélistes pour expliquer ma présence physique et le fait qu'on ne peut pas, mon absence plutôt, et le fait qu'on ne peut pas interagir peut-être bien que ce qu'on était tous l'un à côté de l'autre, mais en tout cas, je profite tout à fait des débats et de votre présentation. Merci. On est de plus en plus habitués à ces dissociations du temps, de l'espace, du temps présent et du temps de l'espace lointain. Monsieur Bernard, alors
Alors, sur cette télémédecine, où en est-on? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une école française de la télémédecine ou bien... et qu'est-ce que c'est la télémédecine? C'est juste opérer, mais aussi consulter à distance, où il y a une définition plus simple? Non, c'est apporter du soin à distance, quel que soit le support et la modalité. Et donc, on distingue la téléexpertise, la téléconsultation, la télésurveillance. Donc, toutes ces modalités, c'est porter le soin et faire en sorte qu'il soit porté à distance dans des conditions équivalentes à la proximité physique que peut avoir un praticien avec son patient. On pense tous, évidemment, surtout avec M. Saint-Calbre, là, qui est à nos côtés, on pense tous à la téléopération, est-ce qu'on dit ça? En tout cas, oui, avec, par le relais de machines sur place, on consulte sur son écran et on peut ainsi enlever une hernie ou je ne sais pas, est-ce que... Oui, au jour d'aujourd'hui, on développe beaucoup les outils de téléopération. Strasbourg a d'ailleurs été le premier exemple d'une robotique chirurgicale à distance. Mais vous avez d'autres disciplines où ce travail à distance trouve désormais des supports plutôt via les iPhones et via la télémétrie. La cardiologie aujourd'hui est en train d'exploser sur tous les usages de la télémétrie qui va vous permettre, par des systèmes de palpeurs, de faire un diagnostic à distance, de pouvoir faire de la guidance auprès de centres plus éloignés et aussi d'avoir un diagnostic et une suite de soins bien plus organisée et dans des délais bien plus rapides. Quelle est l'application que je dois avoir sur mon smartphone, peut-être encouragée par on dit une ou un spin-off? Une spin-off de Grenoble. Quelle est l'application Au jour d'aujourd'hui, dans le domaine du diabète, les mesures indispensables, les problèmes de troubles du rythme en cardiologie sont au jour d'aujourd'hui des éléments qui vont tout à fait pouvoir être traités à distance par des petits outils portatifs et sans doute demain par les iPhones qui soient 4 ou 5. Voilà, pour l'instant, je n'ai rien à télécharger, ou bien il y a quand même des choses que vous avez qui sont sérieuses et qui permettent un suivi de... C'est tout à fait sérieux, ouais. Et c'est un suivi tout à fait professionnel et très sécurisé. Nous sommes dans vos mains pendant une vingtaine de minutes, je crois, et ensuite vous avez un avion ou un train qui vous ramène vers une actualité, d'ailleurs, malheureusement, je crois que vous serez obligé de partir pour aller rejoindre... J'ai une rencontre interrégionale Rhône-Alpes-Auvergne sur l'organisation de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans ces deux régions. Et naturellement, c'est un rendez-vous qui est aussi extrêmement important pour moi. Et je serai malheureusement obligé de vous abandonner plus rapidement que je ne l'aurais souhaité. Merci, on vous écoute et puis vous impulsez votre propre rythme. Alors l'accès en territoire de montagne, mission impossible, cela passe, je pense, par un rapide survol du contexte actuel, en tout cas tel que nous le vivons dans une organisation sanitaire, et principalement dans cette belle région de l'arc alpin, sur un certain nombre de travaux qui ont été conduits et qui, vous le verrez dans le cadre de cette présentation, constituent une première couche tout à fait intéressante, tout à fait valorisante et sécurisante pour l'ensemble des populations skieurs, habitants de ces belles régions, sportifs ou non sportifs. Le contexte est aujourd'hui un contexte qui traduit le fait que l'accès aux soins est devenu la préoccupation majeure des politiques de santé et se traduit par un certain nombre de réflexions et de planification et de régulation qui sont cités ici comme étant des éléments de réflexion de référence. Il existe depuis maintenant quelques mois un plan régional de santé au niveau de Rhône-Alpes. Il existe aussi dans le domaine de la mesure de l'efficience et de la performance une grande agence nationale qui a un volet télémédecine et qui s'intéresse aussi aux impacts économiques de ces questions. L'hôpital numérique sur la partie hospitalière a été aussi une base de progrès et une plateforme essentielle dans l'écosystème que je vais vous présenter. Et d'une manière encore plus récente, mais tout aussi forte, et je citerai l'exemple du Conseil Général 74, un espace de compétences,
interpellé depuis par l'ensemble des professionnels et par la politique du Conseil général, notamment autour de la thématique gérontotechnologie et habitat. Le deuxième élément, c'est le fait que nous sommes sur des espaces qui, avec Internet, sont des préoccupations, je dirais, de tous les États riches ou moins riches, mais en tout cas, dans une vision franco-française, le territoire de santé est devenu au jour d'aujourd'hui l'espace de référence et un champ de réflexion privilégié, alors qu'auparavant, et ça a été souligné par Madame Ayache, chaque acteur était plutôt sur des approches en mode isolé, sans doute accaparé par la lourdeur de la tâche au quotidien, mais aussi, il faut bien le dire, un petit peu prisonnier de mode de fonctionnement. Et donc l'espace constitue sans doute le nouveau paradigme et l'élément extrêmement aidant pour faire en sorte qu'il y ait désormais des modes d'action qui regroupent un nombre d'acteurs beaucoup plus important et naturellement sollicitent les décideurs politiques et publics pour que nous puissions progresser dans cette prise en charge et dans la difficulté de ces prises en charge, particulièrement en territoire de montagne. La problématique, je vais la rappeler, elle est assez facile à comprendre. Tous ceux qui connaissent ce vécu en montagne l'ont tous identifié par des expériences personnelles. Une des clés pour l'ensemble des opérateurs que nous sommes, c'est concilier l'isolement géographique et les besoins de santé. L'ambition est extrêmement importante, même si le département de la Haute-Savoie est un département qui va connaître un développement démographique extrêmement soutenu sur les années prochaines. Il est bien évident que les besoins de santé, en raison de la particularité de ce territoire de montagne, présentent des difficultés intrinsèques, géophysiques en quelque sorte, qui constituent à la base une des particularités de ce territoire. Une deuxième particularité qui fait l'objet d'études de plus en plus fines, mais qui constitue une réalité qui ne va pas se résoudre dans le court terme ni le moyen terme, c'est la pression liée à la difficulté de la démographie médicale. C'est une dimension sur l'ensemble de la France, mais aucune des régions, aucun des départements n'est dans une position de facilité par rapport à cela. Et naturellement, toutes les contributions doivent être inventives, imaginatives, pour faire en sorte que devant cette rareté médicale, eh bien, des solutions soient trouvées pour utiliser au mieux et préserver cette ressource qui va encore pendant de nombreuses années être une ressource rare. Alors nous avons, dans notre expérience, développé 3 cibles pour rapprocher les acteurs dans cette chaîne de soins graduée et coordonnée. Nous avons fait un gros travail sur l'ensemble du département de Haute-Savoie sur la mise en place d'une hospitalisation à domicile générale sur l'ensemble du territoire de la Haute-Savoie, regroupant des acteurs publics et des acteurs privés. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons, l'hôpital qui apporte une prestation à l'équivalent de ce qu'il apportait dans ses murs au domicile constitue un enjeu et sans doute une source de solutions extrêmement importante. Je citais la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, dont on sait qu'indépendamment de la manifestation clinique, les désordres fonctionnels sont inversement proportionnels à la rapidité d'intervention lorsque la symptologie se déclare, constitue notre deuxième zone de priorité. Et enfin, la filière gérontologique constitue là aussi un terreau extrêmement riche, mais aussi majeur sur la prise en charge de ces populations isolées, âgées, et qui vont être exposées, comme les autres, à la rareté médicale. Quels sont, pardonnez-moi, les autres domaines que vous avez pu évacuer comme non prioritaires ou non pertinents par rapport au département? Et je pense aussi à cette population des accidents de ski. Est-ce que ça fait l'objet à un moment aussi pour vous d'une interrogation, vous disant il y a peut-être là un laboratoire et puis bien sûr des progrès à faire dans le traitement de ces chutes, de ces évanouissements, de je ne sais quoi? Nous avons travaillé dans 2 directions, dont une direction à travers d'ailleurs un programme européen qui s'appelait Piolet et Internet,
et une autre action conduite avec nos amis italiens, qui était de favoriser au départ la connaissance et la difficulté, la connaissance médicale et la difficulté de l'intervention en montagne. Donc le socle de nos directions et de nos actions, pour répondre à votre question précise, ça a été de mettre à niveau la formation de tous les acteurs médicaux, quel que soit leur statut, de sorte qu'ils puissent se connecter et tramer une organisation territoriale extrêmement réactive et faire en sorte qu'ils puissent intervenir de manière graduée avec beaucoup d'efficacité. Il y a un autre exemple qui est extrêmement important et que naturellement on va souhaiter à personne, mais au jour d'aujourd'hui nous disposons d'une filière cardiologique complète qui permet au jour d'aujourd'hui à la personne qui à 2000 mètres présenterait une symptologie d'embolie pulmonaire ou un symptôme d'infarctus du myocarde d'être prise en charge immédiatement dans le cadre de la filière spécialisée, et c'est toute la chaîne de secours qui est mobilisée, qui est formée et qui intervient dans des délais extrêmement courts, et nous en avons des témoignages quotidiens. Je terminerai par deux aspects importants sur la problématique. Au jour d'aujourd'hui, sur l'émulation, on va dire, des acteurs de santé, des décideurs politiques, elle est à rejoindre avec l'émulation d'une offre industrielle. Et là, le propos, c'est de continuer à travailler pour que ces deux entrepreneurs, si je puis dire, puissent se réunir et mieux travailler ensemble. Et je pense que le champ des expérimentations constitue aussi un élément important, plutôt que d'avoir des approches de groupes qui d'ailleurs ne permettraient pas à un certain nombre d'entreprises, surtout les petites, de faire valoir leur savoir-faire et leur originalité. Et enfin, je viens de dire à l'instant, il convient absolument de travailler auprès des différents professionnels sur les usages. La connaissance technique est une chose, se familiariser avec les usages et ne pas perdre de vue que sur les usages, c'est bien l'usager qui est au cœur de la démarche et pas la technologie ou les professionnels techniciens de cette technologie qui doit bien constituer un travail à conduire. Valérie Ayache, vous avez été interpellée, là, je vous ai vu hurler en silence. C'était quel propos? C'était plutôt sympathique, le propos de M. Bernard. Oui, tout à fait. Mais si je peux juste mettre un bémol sur lequel, effectivement, on a beaucoup de difficultés, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement pour les expérimentations. Et c'est vrai qu'en France, on finance beaucoup de la R&D, on finance beaucoup moins, mais enfin avec beaucoup de difficultés, des expérimentations, on va dire, en situation réelle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin de passer par là, parce que c'est la seule manière de pouvoir évaluer les bénéfices d'une innovation, et donc de pouvoir démontrer qu'elle apporte un bénéfice pour le patient, pour le professionnel de santé, pour l'économie de la santé de manière globale. Mais pour ça, effectivement, ça passe par des expérimentations à grande échelle, si on veut que ça ait aussi un certain poids, et donc qu'on puisse après faire des évaluations qui soient des évaluations médico-économiques. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de financement de ces expérimentations. Tout à fait. C'est une des questions clés que je vais évoquer maintenant en termes de solutions, même si on doit vivre d'espoir. Il y a quand même quelques communications, en tout cas, qui commencent à être faites et qui sont porteuses d'espoir, en tout cas, d'un changement nécessaire en la matière. Alors, les solutions, nous avons, mis en place ce que j'ai appelé un véritable écosystème sentinelle sur un certain nombre de pathologies cibles qui sont cohérents sur les trois niveaux: local, départemental et régional. Lorsque je citais l'intervention des équipes hospitalières et des équipes de SAMU, elles interviennent en local, elles interviennent au niveau du département, mais en définitive, c'est une synergie régionale qui est organisée à travers cet écosystème. Et vous le verrez au niveau de la cartographie des partenaires, a été beaucoup développé les réseaux de santé qui sont en quelque sorte l'équivalent d'un cloud et qui permet effectivement d'être extrêmement efficient à la fois dans la mesure des besoins de santé, mais également dans la mesure des résultats obtenus par les actions qui sont conduites. Le deuxième élément, c'est la granularité des interventions.
Au jour d'aujourd'hui, vous le verrez sur les grandes pathologies, je pense que les dispositifs qui sont mis en place en Rhône-Alpes sont assez exemplaires et traduisent d'un très bon niveau de prise en charge. Au jour d'aujourd'hui, il faut connecter le champ sanitaire hospitalier avec le champ médico-social. Nous avons la chance d'ailleurs dans ce département d'être totalement en convergence de vues sur l'utilité de mieux rapprocher ces deux dispositifs. Le médico-social, ce sont les infirmières, les assistantes de vie. Le médico-social, c'est tous les intervenants au domicile, c'est tous les intervenants au niveau associatif, c'est tous les intervenants dans les institutions type EHPAD, maison pluridisciplinaire de santé, et au point même, et au départ, comme point de départ en tout cas, le généraliste, dont le rôle... Vous mettez le médecin dans ce réseau médico-social. Absolument. D'accord. C'est un acteur dont, à mon sens, il faut d'ailleurs réhabiliter l'action, même si leur nombre constitue un problème, comme vous le savez. Donc, autre élément extrêmement important qui a été notre option de base, il faut que ceux qui ont un rôle d'expertise et un rôle un petit peu de locomotive, eh bien, puissent être au clair avec leur expertise. Nous avons pris, nous, l'option de commencer par développer notre expertise avant de passer à des éléments de construction d'infrastructures et de construction de filières. L'exemple de la filière cardiologique sur le 74 est symptomatique. Si vous voulez maîtriser l'ensemble de l'expertise en cardiologie, il y a deux conditions. La première condition, c'est réunir tous les acteurs et tous les experts de la cardiologie, du trouble du rythme à la chirurgie cardiaque, c'est essentiel. Et deuxièmement, vous devez organiser une filière qui soit visible pour les usagers et qui leur permet un accès rapide et des prises en charge qui soient les meilleures possibles. Le quatrième point, c'est effectivement soutenir des projets innovants. Tous les projets à 1 million d'euros, à 10 millions d'euros ou à 50 millions d'euros ne sont pas forcément la voie unique. Et d'ailleurs, Madame Ayache le suggérait, l'expérimentation sur des projets de territoire plus modestes, sur des enveloppes budgétaires plus modestes, peuvent parfaitement être mises en œuvre avec succès. Il y a des exemples en Europe tout à fait intéressants en la matière. Et enfin, la place des élus est tout à fait essentielle pour jouer un rôle de Sherpa fédérateur, d'initiative et en tête de cordée. C'est tout à fait important puisque nous savons que les élus tiennent quelque part la décision et les financements. Là, vous évoquez la place des élus et la place du digital. La place du digital, elle est tenue par chacun d'entre nous dans sa discipline, dans sa pratique, dans l'évolution de la recherche et de l'interconnexion de cette recherche avec la pratique. Chaque acteur doit faire sa veille technologique et doit aussi l'organiser quand il a une responsabilité un tout petit peu plus importante. Mais sur les élus dont vous parliez, à charge pour eux d'offrir un territoire, un domaine skiable, une circonscription, un département. Exactement. qui facilite la mise en œuvre des schémas et de ces articulations, de cette gouvernance de santé que vous proposez, que l'hôpital central propose. D'ailleurs, est-ce que vous êtes le mieux placé pour organiser cela? Est-ce que c'est pas une fonction soit préfectorale, soit d'un groupe, plutôt que l'hôpital qui est chargé à la fois il y a une image, il y a des moyens, il y a peut-être aussi des résistances qui sont issues juste du fait que vous êtes l'hôpital d'Annecy, auquel cas ça... Ce qui est très important dans le rôle des élus et des décideurs politiques, c'est eux qui fixent la politique. La politique régionale, la politique départementale et dans le ressort de leur commune, la politique communale. Donc leur rôle est essentiel. Nous devons apporter notre expertise, faire en sorte que cette expertise continue d'être du meilleur niveau possible, et aussi en termes de gestion de projet, opérationnellement, nous sommes des acteurs incontournables avec d'autres acteurs. La dimension que cet écosystème veut faire apparaître, c'est que vous voyez bien derrière cette terminologie, vous avez certes des responsabilités particulières du SAMU, qui est responsable de l'organisation et de la régulation de la chaîne des soins, avec d'ailleurs, je le dis, sur le 74, une plateforme qui est un exemple en France, mais sans doute en Europe, voilà, pour la combinaison entre le digital et des acteurs. Et dans cette plateforme, vous trouvez des associations,
qui font de la télésurveillance auprès du domicile, vous trouvez des médecins libéraux, vous trouvez des médecins spécialistes médecine de montagne, vous trouvez des médecins régulateurs et des médecins spécialistes sur les grandes filières où rapidement il faut aller au niveau de recours. Et puis vous avez ces organisations en réseau avec notamment les acteurs du champ médico-social, les travailleurs sociaux. Tout le monde a une place dans cette arborescence et c'est cette arborescence qui est en train de se développer ici. Et si je la présente au jour d'aujourd'hui, c'est simplement pour dire que chacun y a sa place. C'est plutôt la pluridisciplinarité qui va nous permettre de réussir. Mais c'est surtout dans la phase 2, les éléments de télémédecine vont pouvoir sans doute être beaucoup plus répandus, beaucoup plus aidants dans la prise en charge de l'ensemble des populations isolées du grand âge. Et là, les communes, les départements, l'ensemble des organisations associatives ont un rôle absolument essentiel. Et la technologie va être un facteur de coût et un facteur d'efficience dont la nécessité est tout à fait évidente. Et donc, ma conclusion, c'est naturellement que cet accès aux soins en territoire de montagne, vous voyez que les acteurs y travaillent depuis longtemps avec un certain nombre de résultats tout à fait satisfaisants. Vous voyez qu'on multiplie des moyens qui sont quand même assez élaborés, assez sophistiqués. Le Saint-Bernard du milieu y participe de moins en moins, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est oui, c'est possible, qu'il y a certaines conditions et des opportunités à nous tous de les saisir pour passer à cette phase 2. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. On va assurer le relais avec ce que Monsieur Saint-Calbre, à son tour, porte. Et puis peut-être, Monsieur Bernard, on ne vous reverra plus. Donc, est-ce que Madame Ayache ou Monsieur Lobé, vous avez quoi que ce soit à diriger vers notre témoin, puisque ce rendez-vous l'attend, ou bien de notre auditoire? Alors vous allez pouvoir partir en paix et au moment où vous le souhaiterez. Sachez qu'il est 14h50 et des poussières, un petit peu moins. Bonne route. Au revoir, Monsieur Bernard, merci. Est-ce que le professeur Saint-Calbre m'entend? Oui, parfaitement. Voilà. Vous avez la main sur... Alors peut-être une réaction par rapport à ce contexte brossé par ce cadre de l'hôpital de Nancy. Alors écoutez, ce que je peux faire, c'est déjà reprendre quelques termes de M. Bernard, en traitant de sa partie, puisque j'essaie de séduire, et je n'y suis pas arrivé encore, pour travailler avec lui, mais je ne désespère pas après lui avoir fait cette déclaration publique. Moi non plus. Il a vraiment bien présenté le sujet, et j'ai retenu quelques mots que je termine de noter, notamment le fait qu'il fallait une synergie entre les différents intervenants qu'il a appelés les entrepreneurs, qu'il fallait que les professionnels développent des usages, et j'y viendrai parce que le premier étage, c'est la partie technologique, mais derrière ça, il faut qu'on se mette à produire des actes et des prestations médicales. Il a aussi parlé d'être raisonnable et d'avoir des projets qui soient un peu moins que 50 millions d'euros. Et je le revois totalement, parce que si ce n'est pas quelque chose d'abordable, c'est un exploit ponctuel, mais c'est inapplicable. Et enfin, il a indiqué que dans ces filières qu'il a développées à son hôpital, qui sont les filières gérontologiques et les filières cardiologiques, il fallait les entendre, même si ce n'était pas vraiment des sujets qui répondaient à la problématique de l'accident de ski, comme des... il a parlé de Sherpa, de tête de cordée, et je dirais d'ouvrir des pistes qui vont permettre après ça d'avoir des applications de plus en plus en altitude. Alors, il parle également d'hospitalisation à domicile qui était le troisième axe de cette recherche, juste pour compléter. Oui. Alors, vous aviez envie à votre tour d'échanger avec notre auditoire sur quelle base, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apportez au débat autour de ces questions de télémédecine, d'actes, d'intervention, de surveillance, de prévention. Oui, alors pour reprendre ce que vous disiez, monsieur, il y a la téléchirurgie, la télémanipulation d'objets, et puis il y a la télétransmission
diapositive ou pas? On vous voit également, vous pouvez vous confier à notre régie. Je vais vous refaire très rapidement un tout petit historique de la télémédecine au sens de la téléconsultation, c'est-à-dire de la consultation à distance. On est sur Radio News, Monsieur Saint-Calbre. Ça convient à votre exposé? Pardon? Nous sommes sur le slide Radio News. Absolument. Ok. Donc, si je vous montre ça, c'est parce que vous pouvez peut-être vous mettre en plein écran, parce que je n'ai pas de retour, donc je ne vois pas. Mais si vous voyez bien, si vous ne voyez pas, vous me le dites. Donc, Radio News, c'était un magazine qui est sorti en 1924 aux États-Unis, où on parlait de Radio Docteur. C'était un magazine qui tire à 300 000 exemplaires, et il parlait de Radio Docteur. Vous voyez qu'il ne parlait pas de télédocteur ou de télémédecine, pour une raison simple, c'est que la télé n'existe pas à l'époque. Et l'idée, c'était déjà, à partir du domicile, on voit un enfant qui, avec le support de sa maman et de son grand frère, qui fait pitre derrière la maman, ouvre la bouche pour que le médecin à distance voit au fond de la gorge quel pouvait être le problème. Là, on revient plutôt en arrière, on revient dans la Première Guerre mondiale, 14-18, et les deux personnes, les deux casquets que vous voyez dans les tranchées, avec le pigeon qui s'envole au-dessus, eh bien, c'était probablement la première contribution qu'on va appeler au sens générique de télémédecine. Je m'explique. C'était deux inspecteurs sanitaires qui venaient faire le tour des tranchées pour faire le pourcentage de soldats qui étaient tombés, qui étaient morts à les tranchées, soit par plaie, à ce moment-là il y avait du rouge, puisque évidemment il avait été tué par balle ou par éclat de mortier ou autre, et de ceux qui n'avaient pas de traces et qui étaient morts de ce qui tuait le plus de soldats dans les tranchées, qui était un secret d'État, secret militaire, qui était la grippe espagnole. Et il faisait un pourcentage, un ratio, parce que c'est devenu une préoccupation extraordinaire. Et comme les Allemands de l'autre côté le savaient, ils tiraient les volatiles, mais ces volatiles apportaient une information médicale qui était une forme d'information de télésanté ou de télémédecine. Plus près de nous, dans les années 70, à Boston, l'aéroport est séparé de la ville par un tunnel qui est toujours encombré, et il l'est toujours, ceux qui le connaissent. Et le docteur Bird a, au début des années 70, mis en place un poste de téléconsultation dans un petit local de l'aéroport, de façon à traiter un certain nombre de sujets. Et vous voyez ici l'infirmière en haut à droite qui était derrière ce qui appelait les caméras miniatures. Enfin, vous voyez que la caméra, vous voyez aussi à gauche, c'est quand même déjà imposant. Et lui, au Mass Général, qui est un hôpital extrêmement célèbre et de très très grande qualité, pouvait traiter un certain nombre de sujets. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience a tourné court parce que la technologie était peu stable, mais surtout du fait de l'opposition des confrères qui lui disaient que ce n'était pas efficace dans tous les cas, puisqu'il y avait eu un mort. Et effectivement, le docteur Bird, dans sa défense, quand il est passé au tribunal, a dû expliquer qu'il ne ferait pas de miracle, qu'il ne empêcherait pas les gens de mourir, et que s'il pouvait, 7 fois sur 10, avec une consultation, gérer une angoisse ou gérer un problème qui était solvable, qu'on pouvait résoudre à distance, eh bien déjà ça rendait service et ça a évité de déplacer les hélicoptères trop souvent. Alors dans quelles circonstances peut-on faire des téléconsultations? C'est loin un peu de la montagne, je suis auvergnat, mon grand-père était Saint-Saturnin dans le Bretagne, où il était boulanger, c'est à côté de Condat, de Rion-et-Montagne, ceux qui connaissent, vraiment le Haut-Cantal, et à Condat, qui est marqué ici parce que c'est un ex-bleu, il y avait 2 médecins, il n'y en a plus. Et maintenant, quand on veut se déplacer, les routes de montagne et en Auvergne, même si ce n'est pas de la haute montagne, quand il y a la neige très compliquée, eh bien là maintenant, il n'y a plus de desserte médicale, mais peut-être un poste de téléconsultation qui serait à ce moment-là traité par des médecins environnants ou d'autres médecins à distance pourrait être utile. On peut aussi être seul dans la foule. Vous voyez cette femme qui a l'air un petit peu hagarde et qui là est
dans un aéroport à jour de glace, probablement, mais vous imaginez que vous allez pour la journée à un rendez-vous à Paris, comme je suis aujourd'hui d'ailleurs, et imaginez que vous ayez un problème douloureux, vraiment important, en vous trouvant à la jonction du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Vous êtes dans la foule, il y a des médecins autour, il y a des postes, il y a des services d'urgence, mais vous êtes complètement paumé. Et l'idée est de se dire qu'on peut aussi être dans une situation de demande médicale, dès lors qu'on est dans un endroit qui n'est pas un univers médical, mais dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je ne parle pas de celui qui est dans cette situation en milieu carcéral, parce que lui aussi, pour le faire sortir, c'est un peu un problème. Et autre situation, quand on est sur les plateformes pétrolières, où là aussi, c'est un petit peu compliqué, et où la seule alternative, c'est de prendre l'hélicoptère ou de faire le traitement sur place. Je vous donne un exemple très personnel, qui est, puisque j'ai fait de la greffe d'organes, et étant à Strasbourg, vous voyez, en Alsace, présenté en blanc, nous avons aussi les choix pour toute la région Lorraine. Sans entrer dans les détails, nous faisons revenir les patients de façon régulière, très fréquente, pour les suivre, notamment pendant la première année de la greffe. Et nous avons imaginé, vous voyez 3 points rouges peut-être, avec des flèches qui partent de ces points, de mettre 3 postes de consultation avancés qui soient à briller, à Metz et à Épinal, là où nous sommes, forte densité de patients. Et en imaginant un scénario dans lequel le patient viendrait une fois chez nous à Strasbourg, et l'autre fois, il se déplacerait simplement dans la ville qui est la plus proche, qui est l'une de ces 3 villes, il aurait la distance à parcourir, à faire un bout de chemin pour aller de chez lui à l'une de ces villes. Mais si j'ai présenté la photo à droite, c'est pour vous dire que pour les 500 patients que nous suivons, en un an, ça ferait une économie de 720 000 km, c'est-à-dire l'aller-retour de la distance de la Terre et la Lune. On peut aussi être ça dans un EHPAD. Alors là, vous voyez, il y a les enfants qui sont là, c'est la fête, et notre grand-mère qui est à l'avant, là, elle n'est pas très en forme, à la fois parce qu'elle n'a pas eu de famille qui est venue, mais aussi parce qu'elle ne se sent pas bien. Quand elle va retourner dans sa chambre, elle ne va même pas passer par la case du repas, elle va rentrer directement, et au milieu de la nuit, quand elle aura les douleurs, eh bien, en l'absence de médecin sur place dans la nuit, samedi ou dimanche, il faudra la rendre au service d'urgence, et ça va être un cauchemar, l'attente de l'ambulance, de transport, d'attente aux urgences parce que des patients qui saignent qui sont plus urgents, et chaque mois va être pris en charge. On se dit au fond, est-ce qu'il serait possible que la technologie nous permette de nous affranchir de cette distance et qu'on puisse faire une consultation? Qu'est-ce qui se passe dans une consultation? Bien, il y a un médecin qui va essayer de mettre à l'aise la personne qui vient le voir. Asseyez-vous, qu'est-ce qui ne va pas? À ce moment-là, on écoute, ça part un peu dans toutes les directions, on réoriente en posant des questions précises, puis on regarde. Regardez, c'est très important, on observe la personne, on va regarder de façon plus précise une lésion, on va scruter, on va même regarder à l'intérieur, la gorge, l'oreille, on touche, on palpe, on percute, on écoute aussi l'intérieur, après avoir observé, on écoute en auscultant, et dans tous les cas, c'est comme le docteur Bord à Boston, mais 6 fois sur 10, on va arriver à résoudre un problème qui est une gestion d'une angoisse ou un problème médical qui peut faire l'objet d'un traitement localement sans déplacer ni le médecin pour faire la consultation, ni le patient pour faire le traitement. La question, c'est est-ce qu'un outil comme celui-ci permettrait de faire ces différents éléments, c'est-à-dire d'accueillir le patient, de l'écouter, de questionner, d'observer, de palper, de percuter, de sculpter, qui n'interdit pas de réfléchir en même temps, et d'établir un diagnostic à distance qui pourrait éviter ce déplacement. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Alors là, vous voyez une installation qui est le studio où nous formons les médecins et les télémédecins. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 écrans, c'est confortable, et c'est pour être vraiment très pédagogique. Et le micro portable que vous voyez en bas d'image à droite, c'est celui par lequel je vous parle aujourd'hui. Mais j'ai pas de caméra, j'ai juste un micro assis à côté de moi. Je n'ai même pas de caméra, et c'est pour ça que l'image d'ailleurs n'est peut-être pas très bonne, mais j'utilise le micro natif, la caméra native qui est située dans le PC. Et là, vous voyez un patient, en fait, c'est un développeur de l'équipe informatique qui s'est prêté à la patient,
interne qui joue le rôle de l'assistant, qui peut être une infirmière, qui peut être une infirmière, une aide-soignant, une personne qui est dans la maison de retraite ou ailleurs, on a trouvé, un copain, qui va rendre le service et qui va, sous le contrôle du médecin qui voit toute la scène, qui à partir de son propre PC, son propre ordinateur, commande la caméra que vous voyez en haut au-dessus de l'écran. Cette caméra, il peut faire des effets de zoom extrêmement puissants, il peut la déplacer, donc il peut donner de la vie à la scène, il peut observer de façon extrêmement précise. Et lui va pouvoir voir en haut sur le fichier en haut à droite, vous voyez que sur l'écran du milieu, il voit l'image de l'oreille, avec le photo que l'assistant en haut à gauche introduit, et en bas, on a une autre image qui est une image de lésion de la peau, une lésion cutanée de la dermatose. Et ce qu'on va le faire, évidemment, allonger le bras un petit peu loin, mais l'échographe peut permettre, l'échodoplaire peut permettre de replacer cette palpation, mais qu'à la fois, comme vous le voyez, l'image de la scène, donc on peut guider la personne, non, on peut, voilà, un petit peu à gauche, appuyer un petit peu plus fort, on prend des clichés, et on peut vraiment réaliser une échographie complète. On voit ici un autre exemple avec un seul dispositif. On a travaillé pour un peu plus élaboré. Donc le médecin, lui, en bas, sur l'écran de gauche, s'il n'a qu'un seul écran, vous voyez, peut utiliser, et à gauche, la partie gauche de cet écran, vous avez T3, montre la scène telle qu'elle se déroule, et à droite, il y a l'image de l'échographie. De même, elle a un degré de plus, puisque sur cette image, on doit être un cercle rouge, il y a 3 formes grossissement. On s'aperçoit que le patient en bas, là où on produit cette image, que le médecin, supposément médecin, est à Nancy, et il se trouve que ce jour-là, j'étais réellement à Houston, dans un bureau, et que j'aurais pu intervenir, pas comme expert en échographie, je n'en suis pas capable, je ne suis que chirurgien, mais toute possibilité d'expertise, on peut être 4, donc ça permet de faire ce qu'on appelle une concertation pluridisciplinaire. Pour la médecine, qui est vraiment une discipline qui se fonde sur le transfert de l'information, ça permet de faire une vraie consultation. On peut aussi, comme à gauche, sur cette image, ausculter. Le médecin à ce moment mettre un casque pour avoir un meilleur rendu sonore, mais il peut avoir une très bonne auscultation cardiaque et pulmonaire. On peut aussi pratiquer un électrocardiogramme. Bref, on peut faire énormément de choses de la médecine courante. Alors, pour ne pas être complètement à côté de la plaque, même si j'avais pris la précaution de dire que cette téléconsultation demande un minimum d'appareillage, donc ça ne va pas se faire au sommet de la montagne, il peut se faire au sommet de la montagne dès aujourd'hui, c'est pas un téléphone de type iPhone ou de type Android ou autre, et si on est en communication téléphonique par le son, on peut se brancher en visioconférence à partir du téléphone, et donc montrer une plaie, montrer autre chose, et donc participer de la prise en charge dans des situations qui sont des situations extrêmement critiques et sans moyen de communication évident. Je conclurai là-dessus en disant que le petit prince, il n'a jamais rencontré son mouton, mais s'il l'avait rencontré sur sa planète, bien il lui aurait parlé. Et on peut imaginer qu'il ne se sépare pas beaucoup, qu'il discute, mettons, hypothèse, et il ne s'écarte pas, mais il se tourne le dos. Et il se tourne le dos, et on a un cas de la télémédecine. Ce qui veut dire que la télémédecine, puisque pour se parler, ils vont faire le tour de la petite planète. Et on peut faire le tour de la Terre. Et l'expérience montre aujourd'hui, la télémédecine peut s'appliquer dans un hôpital. On peut imaginer l'anesthésiste qui est au bloc opératoire, qui ne peut pas sortir du bloc, qui est en train de faire une échographie pour faire ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale, infiltrer un nerf. Et puis il y a un anesthésiste excellent, mais qui n'est pas forcément un radiologue très expérimenté. Il patine un petit peu sur son échographie. Et aujourd'hui, au lieu de déplacer le radiologue, il doit traverser l'hôpital, se déshabiller, mettre un masque. Bref, le radiologue reste dans son bureau, voit la scène, donne les conseils, fait ce qu'il faut, et tout est terminé. Et à l'inverse, on peut se trouver dans une situation où on peut être très très loin, à distance, à 20 000 km. La Terre fait 40 000, on ne peut pas être plus loin de 20 000 km. On peut être à n'importe quelle distance et faire une consultation dans des conditions qui sont vraiment aussi valables
que la consultation qu'on peut faire quand on est en vis-à-vis dans une même pièce. Alors on voit des petites montagnes, on voit même un petit volcan et on voit des petites montagnes sur la planète du petit prince. On ne peut pas tout faire, mais déjà on peut faire beaucoup. Et demain, à travers ces démarches, dont vous avez vu certaines récupérations de paramètres par moyens satellitaires, je fais référence aussi à ce qu'a dit M. Bernard, où on peut faire une embolie pulmonaire ou un infarctus en montagne, on l'a vu, c'est pas recommandé. Mais on peut apporter un diagnostic très précoce, donc hâter le processus des soins qu'il faudra. Bien, je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives et que tous les efforts font qu'aujourd'hui la télémédecine, c'est plus le côté médecine pour passer à la télé, mais que ça rentre dans les usages, comme le disait aussi M. Bernard, je reprends ses propos, ça rentre dans les usages et ça va permettre d'avoir beaucoup d'applications. Il faut réfléchir, mais on peut trouver à tous les niveaux énormément de situations qui vont bénéficier de ces téléconsultations. Merci. Les applaudissements, ils sont après, mais sachez qu'ils sont déjà là et je sais qu'à 15h15, vous avez besoin de partir. Sur 100 consultations que vous auriez ou que mènerait un généraliste, selon vous, combien y en a-t-il qu'il, après coup, il se serait dit, voilà, sur ces 100-là, j'aurais pu en délivrer X% à distance, grâce à ces engins de plus en plus précis de surcroît? Alors, je ne vais pas vous donner de pourcentage, parce que ce serait pas sérieux. Je vais aussi, au risque de vous décevoir, dire qu'il ne faut pas commencer la télémédecine à les situations les plus compliquées, d'urgence, dans des endroits où on peut pas communiquer par Internet, où il faut passer par le satellite, qui est excellent, mais qui apporte toujours un petit retard qui est préjudiciable. Mais si on commence à prendre des situations où soit il n'y a pas de médecin sur place, soit on peut difficilement déplacer une personne, j'ai pris l'exemple de la plateforme pétrolière, j'ai pris l'exemple de l'État, de la maison de retraite, j'ai pris l'exemple du milieu carcéral, etc. Bien, on peut résoudre dans ces cas-là énormément de situations. Je prends un exemple, puisque nous travaillons sur le milieu carcéral, une tentative de suicide avec une tête de concert où on se coupe un tendon. Si c'est un tendon fléchisseur, c'est une extrême urgence. Si c'est un tendon extenseur, ça peut attendre le lendemain avec un bon pansement. Déplacer le chirurgien de la main pour entrer en prison, le protocole d'enquête c'est 3 quarts d'heure dans le meilleur des cas. C'est vraiment compliqué, ça répond parfaitement. Autre chose, un problème de froid, d'otite, de pharyngite, tous les problèmes de grippe, de coups de froid, de rhume, sont des problèmes qui sont très fréquents, qui sont très invalidants et qui peuvent être résolus. Les problèmes de dermatologie peuvent être résolus, c'est absolument spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire et le propos que je tiens là, c'est pas évident. Je ne suis pas compétent en dermatologie, mais ce sont des dermatologues qui disent qu'avec la qualité qu'on peut avoir à l'observation et avec la qualité des photos qu'on peut prendre, qui sont encore supérieures à la qualité de l'image transmise, eh bien on peut vraiment faire des diagnostics tout à fait pertinents dans une proportion très importante de cas. Dernier exemple qui paraissait pas évident, en tout cas qui ne me paraissait pas évident, c'est tout le soutien psychologique, toutes les applications psychiatriques, toutes les applications psychologiques au sens large, dans lesquelles on peut intervenir et où l'élément conversationnel de la consultation est extrêmement important. Et pour finir, et essayer de brosser le panorama, je dirais qu'il y a beaucoup de situations où il y a des urgences ressenties. C'est-à-dire qu'on panique, on a un problème, c'est extrêmement douloureux, on a la trouille, et où le médecin va pouvoir, avec l'examen clinique, dédramatiser la situation parce qu'il s'aperçoit que ce n'est pas une situation dramatique et où on peut rassurer l'individu. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça peut être fait de façon très
par la téléconsultation. Professeur, si demain, avec 5 copains médecins, je monte un cabinet dans la Creuse, par exemple, de téléconsultation, nous sommes 5 sur un plateau, nous commercialisons une application qui permet, quand on clique sur son smartphone, d'être automatiquement en contact avec vous et vous nous voyez, enfin plutôt le consommateur, le patient, l'inquiet est en contact avec ces 5 médecins. C'est légal aujourd'hui de monter cette entreprise d'une part, et pourquoi ce n'est pas encore fait, puisqu'on a plein d'énergies nouvelles en France et de moyens techniques aussi? Alors vous posez beaucoup de questions et il y a des aspects qu'on ne va pas avoir le temps de traiter et qui sont des aspects de problèmes administratifs, de problèmes aussi dans la tête des médecins, de problèmes d'acceptation par les patients. Mais je veux reprendre le point qui me paraît fondamental, qui est celui de cette figure que vous avez évoquée de la Creuse. Bon, moi je suis du Cantal, mais ça va bien aussi. D'accord pour la Creuse. Et vous avez dit 5 médecins. C'est là où il y a vraiment une possibilité extraordinaire et qui va bien au-delà de ce qu'on pensait. C'est pour ça que la télémédecine, c'est pas de la techno, elle supprime la distance et la médecine repart. Et quand vous dites qu'il y a 5 médecins, pourquoi, monsieur Dubou, il y a 5 médecins? Il n'y en a pas 5, il y en a 5 000, il y en a 500 000, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous pouvez aider un individu à travers une téléconsultation, bien sûr, il est logique, si vous êtes son médecin habituel, il est logique qu'on fasse appel à vous. Mais si vous n'êtes pas disponible, que vous n'êtes pas là, que vous êtes occupé ailleurs, on appelle un autre médecin. C'est là où il y a quelque chose de magique, c'est qu'on peut prendre un des 5 médecins de la Creuse qui se sont mis ensemble pour résoudre les problèmes, et c'est très bien, mais aussi on peut prendre un médecin partout en France, partout dans le monde. Il y aura des problèmes de langue, il vaut mieux rester à la francophonie, mais on peut vraiment résoudre ce problème. Et je vais simplement l'illustrer par un propos, qui est qu'une des applications qu'on va développer, c'est pour les expatriés français qui sont employés des compagnies pétrolières en Afrique ou aux États-Unis, notamment au Texas, que je connais bien parce que j'y passe quelques années. Et cette communauté, elle est très importante. À Houston, il y a plusieurs milliers d'expatriés pour le groupe Total, par exemple. Il n'y a pas que celui-là. Et les expatriés, quand ils ont des problèmes de santé, ils sont vraiment, c'est très difficile pour eux, parce que le centre médical de Houston est énorme, extrêmement important, mais que culturellement, financièrement, à tout point de vue, logistiquement, c'est difficile de s'organiser. Et l'idée, c'est de mettre un endroit dans lequel il y aura un studio de télémédecine, où les personnes prendront rendez-vous, comme quand on dit je vais prendre rendez-vous pour aller chez le médecin, il n'y a pas l'urgence absolue, mais on veut aller pour une consultation médicale et on prend rendez-vous, on fait aujourd'hui. Et ces personnes vont venir, elles seront accueillies par une infirmière américaine, et ces personnes françaises seront mises en rapport avec un médecin en France, qui paraît surréaliste, mais si on y réfléchit bien, ça n'est pas tout à fait, puisque ça va permettre à la personne de s'exprimer sans aucun problème de langue, de barrière culturelle, ça lui permet de s'exprimer et de dire, voilà, le médecin, lui en face, dans une proportion de 5-6 fois sur 10, va résoudre le problème, éventuellement dans une prescription qui pourra être achetée à la pharmacie du coin à Houston, ou s'il voit que c'est trop compliqué, qu'il ne peut pas le résoudre comme ça, il va pouvoir faire un résumé, lui médecin, il va pouvoir faire une synthèse, cette synthèse va pouvoir être traduite, et à ce moment-là, avec cette synthèse, il sera infiniment plus facile et plus efficace de rentrer dans le système sanitaire qui n'est pas connu, en l'occurrence le système des hôpitaux américains. Ok. Docteur, je vous propose d'avoir peut-être un échange avec notre auditoire, sinon avec nos témoins qualifiés du panel, et puis on vous libère. Est-ce que quelqu'un souhaite prolonger l'échange? Oui? Ça a mordu, professeur. Pardon? Je tenais à souligner, je m'intéresse effectivement en travaillant au Conseil général de Haute-Savoie à tout ce qui est développement de la télémédecine. Il y a quand même un problème pour docteurs en France actuellement, c'est au niveau de la nomenclature.
ce n'est pas encore, à ma connaissance, un acte reconnu et remboursé en tant que tel par la sécurité sociale. Et lorsqu'on aborde cette télémédecine avec les médecins généralistes notamment, non seulement ils ont un petit peu de mal à rentrer dedans, ils n'ont pas trop le temps pour être formés. Je ne suis pas sûre que les études médicales aient encore prévu ce volet à la télémédecine dans le cursus des études médicales. Et puis, ils ne peuvent pas donc appeler un acte à être payé de télémédecine, puisqu'elle n'est pas encore officiellement reconnue. Micro, s'il vous plaît. Est-ce que c'est justement ces problèmes administratifs que vous évoquiez, docteur, sur le non-remboursement des téléconsultations? Et puis, j'ajoute pour notre médecin de conseil général, qui était cette interlocutrice, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux appeler un numéro de téléphone ou une adresse électronique, email, n'importe quoi, pour... Voilà, je m'évanouis, j'ai envie d'avoir un médecin à distance le plus vite possible. Y a-t-il déjà un numéro, une jonction, une adresse possible, illégale au besoin? Vous me permettez d'intervenir parce que comme je n'ai pas entendu tout à fait l'intervention, mais je voulais rebondir sur vos propos pour dire que du point de vue légal, pratiquer la médecine répond à des règles de compétence avec une obligation de moyens et avec en même temps une obligation de répondre aux situations d'urgence. Il n'y a rien dans la pratique de la télémédecine qui s'oppose légalement à ce que ce soit fait dès lors qu'il n'y a pas de possibilité matérielle et humaine d'avoir une consultation en face à face ou vis-à-vis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmagoriques et de craintes qui sont compréhensibles, elles ne sont pas légitimes, mais elles sont compréhensibles, sur le fonctionnement. Vous avez évoqué les adresses mail, les téléphones, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, je me limite, c'est pas du tout parce que je pense que c'est supérieur aux autres, pas du tout. Je me limite à la téléconsultation. Si le médecin qui fait une téléconsultation considère que les conditions humaines ou matérielles, le débit, l'assistant qui ne comprend pas ce qu'il faut faire, etc., ça n'est pas valable, à ce moment-là, il faut arrêter la téléconsultation. C'est un échec, une limite de la méthode, mais je vous assure que ça n'arrivera pas souvent. Dans les autres cas, il peut conduire sa consultation, et qu'en conscience, il considère qu'il a capté suffisamment d'informations pour pouvoir établir un diagnostic, qui évidemment il n'a pas un scanner ou une IRM à côté de lui, hein. Mais s'il peut établir un diagnostic que l'on appelle clinique, et à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle et il n'y a aucun risque pour le médecin d'être jugé négativement sur sa pratique. Pouvez-vous me donner le nom d'un médecin qui téléconsulte aujourd'hui en France ou à l'étranger? Jacques Chincal. D'accord. Alors, docteur, on a une question de Valérie Ayache. Parlez bien dans le micro pour qu'il vous entende. Aujourd'hui, une question qui n'est pas résolue et qui peut être un blocage très important pour les médecins, c'est quand même la problématique de la responsabilité juridique de la téléconsultation. Alors sur la responsabilité juridique, professeur, si vraiment vous téléconsultez, vous ne vous sentez pas, vous ne vous mettez pas en danger, a fortiori votre patient? Non. Alors d'abord je vous ai répondu sur le ton de la plaisanterie, parce que je suis chirurgien, je ne suis pas très bon pour les consultations, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que tout médecin, dès lors qu'il s'inscrit dans un cadre qui est un cadre réglementaire, en respectant les réglementations édictées par la Direction générale de l'organisation des soins, la DGOS, de l'ASIS, l'Agence des systèmes d'information. J'ai compris, mais est-ce que ça existe? Des organismes ordinaux, bien il peut absolument téléconsulter dès lors qu'il a aussi effectué une formation qui lui permet de comprendre les spécificités de l'acte de téléconsultation. Et pour vous répondre complètement, s'il considère, la téléconsultation, il ne faut pas la mettre en parallèle ou en balance avec une consultation en vis-à-vis.
il faut la mettre en parallèle et en balance avec une impossibilité de faire une consultation. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou alors avec une consultation qui demande beaucoup de problèmes. Vous prenez une personne de 84 ans qui est dans un EHPAD, qui dans la nuit du samedi au dimanche à 3 h du matin a une rétention aiguë d'urine, elle a une douleur extraordinairement violente. L'infirmière ou l'aide-soignante qui est là pour la garde ne sait pas ce que c'est, elle ne peut pas joindre le médecin. La question, c'est de savoir si c'est un bloc médical qui demande qu'on mette une sonde, qui peut être fait sur place, ou si c'est une péritonite qui demande un transfert immédiat. Docteur, ce qui fera la différence. Transfert la personne de 84 ans avec un bloc médical, déjà dans un lit, c'est douloureux. Je peux vous dire que dans une ambulance, c'est un cauchemar. Quand elle arrive aux urgences, il y a plein de gens qui sont plus urgents qu'elle, qui viennent attendre encore 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand le médecin va la voir, ou le voir, pour résoudre le problème, s'il est un petit peu fatigué et qu'il ne contrôle pas ses propos, il va dire c'est quoi ces endolis qui m'envoie une personne où il suffit de mettre une sonde, c'est pas la peine de la déplacer de sa maison de retraite. Et tout ça pour dire que c'est aussi comme ça qu'il faut le considérer. Si jamais le médecin qui est appelé pour faire la téléconsultation, qui fait la téléconsultation de chez lui, considère qu'il n'est pas confortable avec le diagnostic, à ce moment-là, on appelle l'ambulance, on fait le transfert. Si jamais il y arrive, on évite le transfert. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est de se dire qu'il faut penser, entre guillemets, bénéfice-risque. Et il ne faut faire courir aucun risque supplémentaire à la personne, c'est bien évident. Mais toutes les situations que l'on pourra gérer positivement, efficacement, sont autant de situations où la télémédecine sera utile. Dans les autres cas, eh bien, avec modestie et avec pragmatisme, on reconnaît que c'est juste pas possible. D'accord. Et à ce moment-là, on repasse par les circuits conventionnels. Si on met un poste de téléconsultation dans un refuge de montagne, par exemple, est-ce qu'on trouvera en face des médecins pour accepter de téléconsulter ainsi à distance, dans la mesure où ils ne pourront, même s'il y a des objets qui permettent de palper, une certaine modernité d'équipement, est-ce que le médecin, il y aura tant de médecins pour accepter ce type de consultation qui ne sont pas aussi, n'apportent pas autant d'informations que d'être dans le refuge? Alors, deux choses, monsieur. D'abord, en tant que médecin, et il y a des médecins assistants certainement, ils ont le droit de douter de mes propos, puisque je n'étais certainement pas aussi affirmatif il y a seulement 1 an. Je considère que si on peut pratiquer la téléconsultation, on fait une consultation qui est aussi complète, voire plus complète que ce qu'on fait d'habitude dans une consultation qui est bien souvent conversationnelle et où on ne déshabille pas le patient. Ça, c'est un élément de la réponse. L'autre élément, c'est, et je vais vous décevoir, mais le refuge de montagne ne me semble pas être la première cible pour mettre un poste de téléconsultation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un certain volume d'activité pour qu'on commence par des choses accessibles et faciles à traiter avant de se mettre dans des conditions d'exercice compliquées et où ça va arriver pas très fréquemment. En plus de ça, dans un refuge de montagne, vous n'aurez pas forcément une infirmière ou une aide-soignante qui peut participer. Donc, ce sera une évolution, mais ça ne va pas commencer, à mon avis, comme ça. Il faut bien différencier ce que vous avez déjà eu, si j'ai bien compris comme présentation, qui sont les paramètres physiologiques qu'on peut capter par le satellite ou autre et qui ont un intérêt considérable, et la téléconsultation qui, aujourd'hui, n'est pas arrivée à un niveau de technicité et de développement suffisant pour permettre d'être miniaturisé et d'être emmené et d'être dans un refuge de montagne. Jacques, excusez-moi, vous n'avez pas entendu probablement la question du docteur Vidal qui était de dire est-ce que aujourd'hui
des consultations, les médecins qui font des téléconsultations peuvent être remboursés. Remboursés. Alors, ça dépend largement de la position de l'Agence régionale de santé, puisque la disposition qui a été adoptée est de faire de la télémédecine par agence régionale. Je peux m'exprimer pour l'Alsace, où nous allons installer, dans un premier temps, 10 chariots de télémédecine et 10 postes de télémédecine dans des maisons de retraite. Et il a été décidé que les prestations médicales seraient payées aux médecins. Et pour ce faire, nous créons une structure qui est indépendante de ceux qui fournissent le matériel ou le circuit ou peu importe, qui est une sorte de collège dans lequel les médecins qui font la téléconsultation s'inscriront, respecteront une charte éthique et déontologique et auront comme simplification administrative le fait qu'ils télétransmettront leur acte médical vers cet organisme, lequel constituera une sorte de guichet unique pour aller vers l'assurance maladie, pour que le médecin soit justement rétribué de sa prestation. Et ça se développera, à mon avis, rapidement dans toute la France, dès lors que le modèle va apparaître comme cohérent et efficace. Merci pour ces augures et cette télé-intervention. Vous avez les applaudissements de la France de Sénaux. Voilà, bon séjour à Paris et travaillez bien. Très bonne question. Merci, au revoir à vous. Au revoir. Tout va bien pour l'instant. Marc Lobé, sur voilà, ces activations de terrain et ce foisonnement d'idées à venir encore ou déjà en place. Et puis, bien sûr, cette confrontation au réel, les textes de loi, les déontologies, les manques de financement. Qu'est-ce qu'un observateur comme vous, ancien chercheur, commente? Oui, ce que je note surtout, c'est le manque de stratégie en fait, qui existe dans la mise en œuvre de la télémédecine. On note plutôt des initiatives qui sont quand même toutes personnelles et que l'on peut que féliciter, mais ça reste de l'ordre vraiment du personnel. J'ai noté par exemple qu'il n'est même pas possible d'avoir un pourcentage d'intervention en télémédecine par rapport à l'ensemble des prestations médicales. Je crois que c'est assez révélateur, donc on ne sait même pas très bien exactement où on en est et qu'est-ce qu'on peut atteindre comme objectif. Donc je crois que c'est plutôt du côté des pouvoirs publics qu'il faut effectivement booster un peu les pouvoirs publics pour qu'ils prennent en charge vraiment une stratégie et une mise en œuvre de cette télémédecine. Madame Ayache, on parle de cette innovation qui parfois est drivée, conduite par des individus. C'est aussi comme cela que des majors compagnies naissent et réussissent. Oui, mais pour l'instant, comme le disait M. Lobé, c'est vrai qu'on manque de stratégie politique pour une mise en œuvre et un déploiement global. C'est vrai que là, on parle d'expérimentation, de cas isolés, de cas de médecins volontaires qui sont capables effectivement d'aller plus loin que le fait d'être rebuté par des problématiques effectivement de paiement ou de responsabilité. Donc c'est vrai que c'est une détermination personnelle qui les fait s'engager dans cette voie. Pour un industriel, ce qui est important, c'est quand même le déploiement massif de technologies. Donc ça peut pas... aujourd'hui, on est confronté à des expérimentations isolées, d'une part, avec des bonnes volontés et des gens assez croyants, on va dire, dans la télémédecine, et d'autre part, des industriels qui ont des technologies qui nécessitent en fait d'avoir, on va dire, des grands marchés pour pouvoir être déployés. Sinon, en termes de rentabilité, c'est pas possible. Oui, mais il y a toujours... les laboratoires n'ont pas attendu aujourd'hui les pouvoirs publics pour mettre en place des protocoles avec des étudiants pour tester des formules chimiques. Il est normal que toute entreprise aussi investisse sur ces fonds sans aide publique avant d'éventuellement toucher le jackpot. C'est la prise de risque liée à l'entrepreneuriat. On vous sent dans un modèle... On ne parle pas de la même chose. Là. Il y a effectivement la prise de risque, mais
Aujourd'hui, ce qu'on voit bien et ce qui a été très bien exprimé aussi par M. Bernard, le directeur de l'hôpital, c'est qu'on est à un tournant. En fait, la technologie, les technologies de l'information, ce sont des outils qui sont mis à disposition pour améliorer le fonctionnement d'un système médico-social. Par exemple, vous posiez la question pourquoi c'est l'hôpital qui prend en charge cette question-là. Mais parce que c'est le guichet qui, en fait, reçoit tout le monde, l'hôpital. Quand vous avez un problème, vous allez à l'hôpital. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrage. Donc, c'est le problème des urgences qui sont extrêmement encombrées, etc. Donc, c'est pour ça que, quand on parle de télémédecine, on parle surtout d'organisation du cycle de soins et donc d'avoir cette vision plus intégrative du cycle de soins qui va de la prévention jusqu'au dépistage, enfin en passant par les différentes étapes, le dépistage, la détection, le traitement et le suivi. C'est un cycle qui est vertueux. Donc, et c'est pour ça aussi que M. Bernard parlait de filière, d'expertise, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'une visibilité sur comment on peut être pris en charge, dans quel, est-ce que c'est dans des centres de proximité, pour quel type de prise en charge, vers des hôpitaux où la prise en charge sera plus experte et faisant appel à des équipements plus importants. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce modèle d'organisation médico-sociale qui est en question. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les industriels. Parce qu'à la fois, on ne sait pas comment le déploiement à grande échelle peut se faire, et on ne connaît pas le modèle économique. Donc le modèle économique, on en a parlé effectivement aujourd'hui, il n'y a pas de tarification d'actes de télémédecine. Si c'était si simple, en même temps, il y aurait beaucoup de gens qui se précipiteraient sur le marché. Alors vous allez me dire au contraire, c'est ça qu'il faut, c'est que comme une grappe, les intérêts, les investisseurs aillent, mais en même temps, on n'est plus tout seul, et donc on peut imaginer que certains préfèrent un marché qui soit non exploré, non balisé, non réglementé. Non, parce que, après, si on s'appelle Toshiba, effectivement, on a le temps d'attendre l'émergence du marché, mais quand on est une petite start-up, pas forcément, voilà. Donc c'est intéressant d'entendre ça, mais quand on est une petite start-up, non. C'est soit le marché est là et on peut vendre, soit on meurt. C'est très clair. Toshiba avait créé le marché, là. On cite l'industriel, donc je vais essayer de répondre. Moi, je vais reprendre un petit peu les propos qui avaient été tenus par Madame Ayache. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle le plan d'investissement pour l'avenir. C'est des milliards d'euros qui sont gérés par la Caisse de dépôt et qui financent les questions. C'est ce que vous dites, ils financent des projets en recherche et développement. Et en fait, dès qu'on a fini un projet recherche et dès qu'il est financé, on voudrait l'expérimenter pour en tirer des conclusions, mais on ne le finance plus. Donc c'est toute la problématique. Et la problématique du médico-social est encore amplifiée par le fait des deux mots, médicaux et social. Donc quand bien même l'industriel aurait une solution, et elle est exposée, qui répondrait de manière globale à un dispositif, encore faudrait-il que l'écosystème médico-social qui permettrait de faire une expérimentation réelle sur l'ensemble du dispositif qui va se prolonger non pas seulement sur la partie sanitaire, mais aussi sur la partie aide à domicile avec tous les intervenants multiples, et bien si l'ARS, la collectivité, si tous les acteurs qui sont, M. Sincal a cité 720 000 km, c'est des économies qui peuvent être des gisements assez considérables pour des mutuelles, voilà. Donc il y a probablement des choses effectivement à évaluer, il y a des conclusions à tirer, mais encore faut-il qu'on puisse réunir le tour de table dans lequel on invite les collectivités, les agences régionales de santé, la caisse primaire d'assurance maladie, les mutuelles, les assurances, qui vont cette fois-ci non pas financer un produit et une question de recherche et développement, mais vont financer une expérimentation. On est certain, c'est un peu comme à une table, on est certain de gagner, c'est pas le loto, on est certain de gagner, mais aujourd'hui on veut savoir ce qu'on va gagner avant de mettre la mise. Donc là on est vraiment dans un dispositif où on est certain qu'il y a des choses à gagner au niveau de la qualité, au niveau effectivement aussi du côté, plus rapidement du côté sanitaire que du côté social, la préoccupation elle est dans les départements.
Et je pense qu'effectivement, il faut ce tour de table de l'écosystème qui est favorable à une véritable expérimentation à une échelle suffisante. Si je peux rajouter juste un point, c'est que là, on s'aperçoit qu'on est dans une économie de coût et pas dans une économie d'investissement. Voilà. Donc c'est quand même vraiment ça le problème. C'est quoi la différence? Une économie de coût, c'est que effectivement les nouvelles technologies d'information et de la communication vont permettre de faire économiser, peut-être au secteur sanitaire, et peut-être ça c'est quelque chose qui un plus, mais ça ne permet pas d'investir dans, si vous voulez, d'avoir une économie qui va investir sur des produits technologiques, puisque c'est qu'une économie de coût. Je ne partage peut-être pas tout à fait, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'expérimentation. Il y en a qui sont des expérimentations financées par le public et le privé. Je témoigne. Il n'y a pas que des aventures individuelles par des gens qui sont convaincus. Il y a par exemple la télémédecine en Picardie. C'est des médecins qui sont rémunérés de leurs consultations. Donc il commence à y avoir des choses qui se mettent en place, mais pas forcément de manière globale. Elles sont encore du côté du sanitaire ou du côté du social, et elles ne sont pas encore médico-sociales. Est-ce qu'on travaille, Jeannot Alouche, sur... On va faire intervenir un institutionnel pour sortir un peu du milieu médical, du milieu technique, et après revenir à vous. Est-ce que néanmoins on sait la progression aujourd'hui de l'autodiagnostic, des consultations, de sites internet d'information médicale? Est-ce qu'on peut imaginer à terme que finalement le médecin devient pour cette première urgence ou cette première intervention moins utile, ou en tout cas une étape ultérieure, et avant cela il y a d'une façon ou d'une autre cette consultation d'un site amélioré, alors je ne sais pas, accompagné d'une infirmière avec un ordinateur, un site internet qui va vous interroger un petit peu plus profondément, voire interpréter les résultats de palpation, vous mettez la main. Je pense que ce sera plus explicite lorsque je vais présenter les quelques diapositives, puisque ça concerne complètement le sujet, moins la partie sanitaire que la partie sociale, mais vous verrez que ça répondra mieux et je vais peut-être faire gagner du temps à la savoir l'Europe pour la santé ou la santé pour l'Europe sur la prochaine programmation budgétaire de l'Union européenne. Slide suivant. Oui. Alors, je voudrais quand même insister sur l'importance de ces deux chiffres, de l'espérance de vie en Europe et de l'espérance de vie en bonne santé en Europe. Ce qui est frappant, c'est le différentiel, le delta, comme l'avait appelé un autre intervenant, entre effectivement, non pas uniquement hommes-femmes, mais entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie. On a pratiquement 15 ans de différence. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une population européenne, effectivement, qui va vivre de plus en plus longtemps, mais malheureusement qui va vivre en mauvaise santé. Donc on a effectivement là un gros défi pour les 27 pays de l'Union européenne. L'impact de la santé. Donc quel serait le rôle de l'Union européenne par rapport à ces défis qui s'annoncent? Il faut savoir que la santé est au centre de la préoccupation de l'Union européenne et elle figure comme thématique dans le traité de Lisbonne, donc dans l'article 168 où effectivement l'action de l'Union complète les politiques nationales, donc sur tout ce qui se rapporte à l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Quels sont justement ces grands défis pour l'Union européenne et des impacts de la santé sur l'économie européenne? Alors, on peut déjà citer comme premier impact de la santé en termes effectivement d'absentéisme au travail, qui peut atteindre un total de 5 à 8% des salariés, en sachant qu'effectivement 10% de l'emploi dans l'Union européenne se concentre sur les activités de santé et représente 10% du PIB. Les budgets de santé représentent jusqu'à 15% des dépenses publiques. Et
un élément essentiel et de défi pour les prochaines années est l'absence, effectivement, s'il n'y a pas de politique corrective, il manquera dans l'Union 1 million de professionnels de la santé. Nous sommes dans une période de crise. Il faut savoir aussi qu'un objectif minimum pour maintenir le système de santé actuel est de maintenir ses dépenses de santé proportionnelles à la croissance du PIB. C'est essentiel puisqu'on se retrouve dans une situation de vieillissement de la population et particulièrement ce vieillissement va frapper les zones rurales et les zones de montagne. Alors, quelles ont été les réponses de l'Europe pour 2007-2013 ? D'abord, la santé s'est alignée effectivement sur la stratégie de Lisbonne. Il y a eu plus de 1 milliard d'euros qui ont été dépensés par l'Union européenne pour la santé publique, dont 760 millions d'euros viennent des fonds structurels, qui est le premier budget de l'Union européenne pour la santé. Et 320 millions d'euros viennent du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé. Alors, il est vrai qu'à ces programmes essentiels s'ajoutent bien d'autres programmes. Il y a parfois peut-être une lasagne aussi de programmes qui se superposent et qui ne donnent pas une parfaite lisibilité parce qu'ils sont tous effectivement concentrés sur des thématiques. Donc on a pour la prochaine période de programmation 2014-2020 qui va apparaître, effectivement un renforcement de l'objectif santé et des TIC qui sont des objectifs maintenant prioritaires des fonds structurels, ce qui apparaît dans l'article 5 de la proposition de règlement du FEDER concernant la politique de cohésion. Il faut savoir qu'il y a un budget d'à peu près 346 milliards d'euros. Il y aura un budget aussi qui est en augmentation pour l'initiative La santé en faveur de la croissance, qui est également une nouvelle proposition, pour un budget de 446 millions d'euros. Et pour mémoire, il est évoqué dans l'agenda digital, 9 milliards d'euros sont fléchés sur les investissements en TIC dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Je reviens et je fais un petit flash effectivement sur le programme en faveur de la santé parce que c'est le seul programme réellement où on fait le lien entre santé en ligne et TIC au service de la santé. Je crois que c'est très très important parce que ce lien est institutionnellement reconnu. Bien sûr, cette initiative couvre d'autres domaines qui sont aussi essentiels effectivement à la coopération européenne. Et on a évoqué, donc slide suivant, notre urologue avait présenté des statistiques, avait montré certaines données concernant la guerre, la Première Guerre mondiale, avec effectivement ces pigeons. Il faut savoir effectivement que les problèmes de santé n'ont pas de frontières. Donc il faut absolument des mécanismes en Europe de concertation, de dialogue, mais aussi d'échange de bonnes pratiques. Je crois qu'il existe, notamment aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, des modèles actuellement et des bonnes pratiques en matière de développement de l'e-santé. On a, je crois, et ils ont, je crois, peut-être une longueur d'avance, et ces programmes européens, justement, vont permettre de faciliter ces échanges de bonnes pratiques. Je vous remercie. Vous nous avez pris de court. Je voulais vous demander, Marc Lobet, ce que vous appelez l'e-santé. Est-ce que vous sauriez en donner une définition ? Écoutez, j'avais fait ma thèse de doctorat justement sur, pas sur l'e-santé, mais sur la définition du bien-être en économie. Et la définition revenait à dire c'est être en bonne santé. Et l'OMS donnait comme définition du bien-être l'inverse. Donc il y a certainement au niveau santé une définition de bien-être, mais pour l'e-santé, c'est vraiment l'utilisation, mais large, très très large, de tout ce qui est digital au service de ce bien-être. Dans la langue communautaire, c'est e-health, c'est ça ? Ça colle ?
Juste qu'on sache repérer les mots-clés, les documents-clés. Oui, mais restons franco-français, puisqu'il faut utiliser le français. Donc e-santé ne correspond parfaitement à la traduction de tout va bien. On vous écoute, Jeannot, à louche. Merci. Donc, on va parler de dossier médical avec vous, peut-être Non, en fait, là, je suis bien sûr représentant d'un constructeur, Toshiba, je suis directeur marketing. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on est sur les épaules d'un géant qu'on est un géant. Et que ce type de projet, comme le disait Madame Ayache, passe aujourd'hui systématiquement par des expérimentations sur expérimentations. Alors c'est vrai que quand je vois des centaines de millions et des milliards, ça me donne un petit peu le tournis, mais je crois qu'effectivement, si au niveau de la gouvernance, les choses étaient prises un peu différemment, on pourrait probablement mettre en situation des dispositifs qui ne sont pas amenés par des grands, mais peut-être par des petits qui sont très très ingénieux. Et ça a été le cas pour effectivement pouvoir mettre en situation un projet sur lequel je suis effectivement directeur de projet, mais aussi chef de projet, donc je suis impliqué dans le dispositif, et qui était l'initiative d'une collectivité. Donc sans contribution européenne, puisque ça fera le oui, lien. Et donc il existe des expérimentations seulement, on ne le sait pas toujours, qui ne sont pas forcément des expérimentations de recherche et de développement. Et il y avait 2 points remarquables sur le projet du politique, porté politiquement par et M. Bernard le disait tout à l'heure, les élus ont leur rôle à jouer, par le Conseil général du Bas-Rhin et son président, M. Quesnel. Et ce projet avait 2 points remarquables. Le premier, c'était qu'il devait permettre à des industriels ou à des start-up, grandes, petites, de répondre, mais avec des produits qui n'étaient pas en recherche et développement. Étonnant. Donc des vraies réponses et pas des financements de questions. Et deuxième sujet remarquable, c'est que dans un contexte qui est très innovant et qui nécessite de réunir des expertises complémentaires, on nous a dit répondez sur des thèmes, mais répondez sur une page blanche, au lieu de nous enfermer, comme c'est le cas souvent, dans des scénarios, des cahiers des charges qui ont été conçus par des sachants qui savent, mais qui ne savent pas encore parce que c'est tout nouveau, et que jusqu'à ce qu'on sache sur ce sujet-là, il va falloir justement mener des évaluations issues des expérimentations. Alors, le projet, c'était, en fait, ce qu'on nous a soumis, c'est toutes les technologies et solutions qui permettent de laisser le libre choix aux personnes âgées ou en perte d'autonomie de rester à leur domicile tant que leur état de santé le permet. Et cette petite phrase anodine à la fin ouvre quand même des perspectives qui sont énormes sur la partie sanitaire d'un projet médico-social. Donc, au lieu de dire Toshiba c'est tout, ou un tel c'est tout, ou, voilà, on a effectivement constitué un groupement d'experts, et qui sont des start-up. Hein. Vous êtes de la région grenobloise. Une des start-up qui a participé au projet, c'est Ives, et qui effectivement permet d'utiliser sur du smartphone, sur la tablette, sur n'importe quel type de terminal de communication, la visioconférence, avec des visioconférences institutionnelles qui ont déjà été déployées et avec qui on peut se mettre en relation. Et tout cela pour des intervenants multiples qui sont de l'aide à domicile, aux soins au domicile des médecins, etc. Donc, les figures imposées, c'était 3 thèmes, habitat et domotique, technologie et lien social, mais aussi coordination des acteurs. Et en gras, la technologie et le lien social, c'est un nouveau mode de communication avec les aidants familiaux ou avec une équipe médicale. Et hop, on a effectivement la partie sanitaire qui apparaît. Et puis, la coordination des acteurs, c'est des supports de communication numérique permettant de fiabiliser les échanges, les dossiers entre les équipes de soins, les médecins traitants et l'hôpital. Nous y voilà. Donc finalement, dans la quête de réunir, pour réunir les compétences nécessaires pour répondre aux 3 dispositifs, on a trouvé de quoi répondre à 5 sur 3. Et les 5 sur 3, c'est le suivi médical, parce que qui peut pour les transplanter, peut pour les chroniques, et en plus la télémédecine. Donc depuis en situation, si vous le souhaitez, si vous avez encore le courage et l'envie tout à l'heure, nous sommes véritablement en situation d'outils de télémédecine, de lien social, de domotique, de gestion un petit peu globale du dispositif, mais qui a été réalisé dans un projet avec des acteurs. Ces acteurs sont
l'association d'aide à domicile du Bas-Rhin, c'est 2600 employés, c'est 9 maisons de retraite, 6 centres de soins infirmiers à domicile, un hôpital de jour, une maison de retraite avec l'équipement qui va être déployé dans une dizaine de maisons de retraite, sur un autre projet porté par le GCSI Santé en collaboration avec l'ARS, et où il y aura effectivement des médecins qui vont être rémunérés, puisqu'il y a un décret depuis le 19 octobre 2010 qui permet, dans certaines conditions qu'il faut effectivement mettre en place avec l'ARS, d'être rémunérés pour la consultation, le télédiagnostic, la téléexpertise, le service de soins infirmiers à domicile de la BRAPA, qui est la société de service, et des centres de soins infirmiers qui se sont cooptés sur le projet de manière spontanée, des médecins également qui se sont cooptés, et puis la maison de santé de Wörth, qui est une maison de santé avec des intervenants diététiciens, psychologues, médecins généralistes, et puis des infirmiers, etc., qui se sont cooptés au dispositif et qui sont agréés haute autorité de santé. Et puis un hôpital, parce que l'entrée à l'hôpital, la sortie de l'hôpital pour des personnes qui sont suivies au niveau de l'aide et des soins à domicile, c'est aussi un dispositif à prendre en compte. Et puis en collaboration évidemment avec le porteur de cet appel d'offres en quelque sorte, et les collectivités ont ces préoccupations avec l'aide personnalisée à l'autonomie. Alors oui, il y a probablement des notions d'économie de coût, je vous rejoins. Mais cela crée tellement en fait de possibilités d'investissement dans le numérique et de nouvelles filières qui vont devoir effectivement conseiller finalement à ce qui est pertinent à mettre en place quand c'est de la domotique, quand c'est de la domotique à la sécurité, quand c'est de la domotique à l'appareil médical connecté. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont effectivement exploser autour de ces investissements. Des investissements qui sont générés à condition d'avoir prouvé qu'il y avait des possibilités de gisement en économie de coût. Alors on a des grands et des petits. Alors vous voyez qu'en fait, Toshiba c'est peut-être un grand, mais encore une fois, le Toshiba Service c'est un tout petit. Mais il y a un intérêt au niveau du constructeur à aller vers ce type de dispositif, que ce soit en France ou soit ailleurs. L'Abrapa, parce que c'est le porteur de projet, mais il y a des Abrapa ici, il y a des sociétés d'aide et de soins à domicile. La société OPI, bien c'est celle qui a été fondée par le professeur Saint-Cadre. Ils sont 6, c'est pas un géant. Orange est un géant. Orange nous a amené les liens, parce qu'il faut à un moment donné, et c'est le sujet, avoir la capacité de communiquer, que ce soit en haute-montagne, que ce soit ailleurs. Et donc, eux ont contribué au dispositif en nous livrant les ADSL, en nous livrant les accès 3G pour les gens qui sont en mobilité. Et l'Alsacienne de protection, c'est une société de téléassistance qui, en dialectophone, et c'est important dans notre région, dans notre territoire, en Alsace, d'avoir la capacité de parler en alsacien aux personnes âgées. Et puis Scanfile, qui est effectivement un leader sur la notion de gestion des flux d'informations de tous ces intervenants, c'est toute la difficulté là. Donc les échantillons, les acteurs qui ont participé au recrutement, ce n'est pas les industriels, ce n'est pas les technologues, ce sont les acteurs, avec effectivement des gens qui sont pertinents en termes de profil, seul ou en couple, avec ou sans famille proche. Donc il y a eu un travail assez considérable pour finalement aboutir à la mise à disposition d'outils qui sont simplissimes, qui permettent de communiquer, qui permettent très aisément de faire du mail de manière manuscrite, mais qui permettent aussi aux organisations d'afficher. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est à peu près 2 heures qu'il me faudrait. La difficulté aujourd'hui, quand on a tellement d'intervenants, et vous voyez que c'est compliqué, c'est d'avoir pour chaque organisation des applications métiers qui sont les leurs. Ne remettons pas en cause les applications métiers utilisées par les organisations, parce que si on dit au Conseil général, vous allez faire le calcul du GIR dans la nouvelle application collaborative qui va être utilisée par tout le monde, ils ne le feront pas. Pas plus que l'infirmière qui va devoir utiliser Cerner, qui est utilisé au Maquesson ou ACFA à l'hôpital au CHR d'Annecy. Voilà, donc il y a aujourd'hui des solutions qui ne doivent pas forcément remettre en cause et ne doivent pas dire madame, vous arrêtez ce que vous utilisez et vous allez utiliser un nouvel outil, le plus beau, parce que c'est nous qui l'avons développé. Donc on est plus dans une gestion de flux des informations que dans une application qui va mettre tout le monde d'accord et qui va permettre à tout le monde de partager des informations et de les gérer entre les différents intervenants. Petite parenthèse, l'entreprise que vous citiez tout à l'heure, venant de Grenoble, elle figurait où dans ce mapping des partenaires, acteurs ? C'est dans une des solutions.
Il y a ceux qui portent, qui portent le projet, et puis ensuite il y a des technologies qui ont été réalisées. Moi j'ai étudié un certain nombre de possibilités, j'ai vu des gens comme Technosens, mais ils n'entraient pas dans notre profil, et Yves, qui est une start-up à Grenoble, a conçu une solution de visioconférence qui fonctionne sur tout type de device, un téléphone IP, un smartphone, un iPhone, c'est compatible avec Skype, c'est compatible avec les outils de Cisco, de Tandberg, c'est compatible avec tout. Donc c'est génial, il y en a 2 dans le monde qui font ça, et c'est utilisé par les assistantes, les aides-soignantes, sur une flotte de portables qui leur permet d'être en communication dans leur tournée avec leur organisation. Le projet que vous évoquez, alors le mot projet, il a toujours cette ambiguïté, à la fois de quelque chose qui n'existe pas ou de quelque chose qui a déjà été lancé. Où est-ce qu'on en est sur ces communautés de communes, du Bas-Rhin? On a livré, on a fini. Et on est, je l'aborde, on est dans une logique de constitution d'un groupement qui va aboutir à un modèle économique qui doit permettre à ce que le laisser à charge de la personne bénéficiaire soit le plus bas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, le tour de table est en train de se faire, et pour que chacun sorte sa mise, sachant qu'il va gagner. Et donc, pour continuer sur le dispositif, parce qu'à partir du moment où on parle du médico-social, eh bien, il y a la nécessité d'alimenter, comme je vous le disais, un dossier partageable ou pas partageable si ce n'est pas utile, entre les intervenants, mais qui va concerner le médecin, l'aide à domicile, l'infirmière libérale, l'hôpital, le kiné, etc. Ça pose des difficultés. Il faut répondre à ces obligations qui sont gérées chez nous par la ZIP Santé en France, mais qui sont des obligations de toute façon de confidentialité, que ce soit pour la CNIL, que ce soit pour l'hébergement des données santé. Alors on a effectivement dans notre dispositif quelque chose qui est très important, c'est le dossier de liaison médico-sociale partagée. C'est légalement interdit, sauf effectivement s'il y a un accord formel de la personne qui a envie qu'on lui permette finalement d'aller quand même en vacances, même si elle est suivie de manière très drastique à cause de sa problématique chronique ou à cause de son état. Avec des outils qui permettent d'alimenter en mobilité depuis le bureau, mais aussi avec la capacité de répondre aux obligations qui sont effectivement, d'une part, d'héberger les données santé de manière confidentielle, d'y accéder avec la reconnaissance de la carte professionnelle de santé, mais aussi de pouvoir alimenter le dossier médical personnel. Et donc, pour résumer le projet, qui est effectivement maintenant abouti, ce projet, c'est équiper les personnes d'outils qui permettent de correspondre avec leur famille, avec leurs proches, d'avoir un lien professionnel avec les aides à domicile, avec les aides-soignantes à domicile, d'être en relation avec leur propre organisation, avec les outils qui permettent de remonter, que je pourrais vous démontrer, ces informations utiles à l'organisation, et aussi évidemment de correspondre avec les gens qui apportent des services, les repas, qui permettent aussi d'être en sécurité avec les outils d'alerte, de télésurveillance, etc., et qui permettent d'intégrer le médecin traitant dans le dispositif et de répondre effectivement à la problématique globale dans laquelle aujourd'hui l'EHPAD a sa place. Dans l'EHPAD, il y a la télémédecine et on a fait le lien vers toute la partie qui vous a été présentée précédemment. Et donc aujourd'hui, pour conclure au niveau du projet pour lequel je témoigne, il y a eu une contribution à l'évaluation des projets, parce qu'il y en a eu 7, celui-ci est le plus global, c'est le seul qui est vraiment global et qui répond aussi aux problématiques. Mais comment dirais-je, l'ARS, via le GCSI Santé, a participé à l'évaluation. Aujourd'hui, des commissions se tiennent avec des groupes qui réfléchissent au modèle économique, puisqu'on sait que de toute façon, à 720 000 km par an, et je reviens, c'est quand même le nerf de la guerre, à 720 000 km avec le coût du gasoil, on peut peut-être trouver effectivement des gisements d'économie qui nous permettent d'en faire encore plus, d'améliorer le soin, d'éviter le transport, en investissant. Et vous voyez, je ne fais pas de l'économie du coût, c'est de l'investissement qu'on réalise et qui vont générer de nouveaux métiers et qui vont permettre également de répondre à un certain nombre d'autres problématiques. Alors oui, je suis impatient qu'il y ait autre chose que des expérimentations. Celle-ci, c'était
826 000 € TTC, vous voyez, 500 000 € de contribution, 200 000 du Fonds FEDER et 300 000 du Conseil général, et le reste de tous les acteurs qui ont participé au dispositif. Et effectivement, 70% de l'investissement représente la plateforme. Cette plateforme, aujourd'hui, est à la disposition d'autres projets. Et nous avons d'autres projets qui sont des projets qui ne sont pas en recherche et développement et qui sont des réponses à des problématiques et des réflexions qui se posent. Il en est ici, je suis impatient. Effectivement, il y a l'écosystème favorable ici pour le réaliser. Nous serons bien sûr partants en utilisant les ressources et les compétences qui sont locales pour ce type de dispositif. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. Et aussi, tout ça est installé. Ça tient dans une voiture. Et c'est utilisé, donc c'est pas un outil pour faire des opérations dans Mars. C'est vraiment un outil qui permet, avec un simple PC, de devenir télémédecin, à condition d'avoir une webcam, d'avoir un micro anti-écho, tout ce que j'utilise ici, et avoir finalement un écosystème qui permet de faire autre chose que de la recherche et développement. Quand vous insistiez tout à l'heure, Jeannot Alouche, sur la grande marque Toshiba, mais la petite structure très agile que vous représentez, vous voulez nous quantifier cette petite structure? On avait l'impression que c'était une start-up dont vous parliez. Alors, Toshiba Service, c'est une entité qui s'appelle CBA, qui est maintenant reporte directement au Japon parce que le modèle qu'on a déployé en France les intéresse bigrement de manière à exporter ce savoir-faire dans d'autres pays qui n'ont peut-être moins de contraintes au niveau, au niveau obligation des données santé, etc. On a donc effectivement une structure qui s'appelle CBA Toshiba Service, qui était filiale depuis 1999 de Toshiba de manière accidentelle. C'est une structure que j'avais créée en 87 et c'est une structure de 25 personnes. Et donc on est une start-up dans le domaine d'autre chose que de la fabrication. C'est une grosse boîte qui fabrique des produits très très sympathiques, mais pour les solutions, nous sommes effectivement plutôt dans un modèle de start-up. Mais j'avais pas effectivement fait passer la dernière diapositive. Ce que disait monsieur Bernard tout à l'heure, c'est que les élus jouent un rôle considérable dans la mise en œuvre de la mécanique. Aujourd'hui, les synergies, quand elles existent, on en profite. Quand elles n'existent pas, c'est encore plus difficile. Donc ce qui est un frein, même si on avait toutes les solutions, même s'il y a des expérimentations, si la synergie entre les ARS et les collectivités n'est pas établie, alors vous pouvez avoir les meilleures solutions du monde, eh bien vous ne ferez pas ce qui est nécessaire de faire pour que le restant à charge pour la personne âgée et en perte d'autonomie soit admissible en termes économiques. Marc Lobé, où est-ce qu'on peut trouver un recensement de toutes les actions? On sait la transparence dans laquelle s'inscrit l'organisation communautaire. Où trouve-t-on notamment cette expérience signalée avec le contenu, éventuellement la contribution financière de l'Europe? Je sais que tout cela doit être tracé, signalé et mis en ligne. Ce sont les autorités de gestion, c'est-à-dire pour la France actuellement, c'est les préfectures de région qui ont un site dédié à l'Europe, et dans ce site vous trouverez l'ensemble des projets européens avec le nom du projet, un descriptif, les financements. Merci en saluant la présence des élus qui ont été là et des parlementaires qui ont ouvert cette session. Mais je crois qu'il y a plusieurs travaux à conduire. D'abord, je voudrais remercier les intervenants de ces 2 jours pour les pépites qu'ils ont apportées et qui vont avoir une vie après ce colloque. Nous, on ne lâche pas comme ça, si je puis dire. Tous ces contenus vont être organisés, mis en ligne, mis à la disposition des élus. On va aller voir les élus avec ça, leur dire maintenant c'est à vous de jouer. De jouer dans le temps court par rapport à l'État français. On a beaucoup parlé de la France, sans doute un peu trop, mais on est en France. Dans le temps court parce que la feuille de route sur le numérique du gouvernement doit être dévoilée en février. Voilà. Est-ce qu'elle va tenir compte des territoires de montagne ou pas? Première question. Et puis dans le temps moyennement court, ou encore court, qui est celui de la Commission, puisque aujourd'hui, d'ores et déjà, les programmes régionaux 2014-2020 sont en cours d'élaboration. Et si la montagne veut montrer son visage numérique de manière collective et montrer qu'elle peut être capable collectivement d'être le bon élève de l'agenda digital de l'Union, alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Et tout ce que vous avez contribué pendant ces 2 jours
À nous de l'organiser, à nous et aux associations d'élus de le mettre en forme pour en faire des arguments et pour permettre voilà, cette visibilité, mais surtout ce sens du collectif qui, contrairement à d'autres pays, nous fait malheureusement souvent défaut en France. Et ce qui nous amène à des situations, on l'a vu hier, où en matière de déploiement de la fibre, eh bien, nous nous battons en 23e place, juste devant l'Italie, la Turquie et la Roumanie. Voilà. Donc aujourd'hui, le politique, il a besoin de vous, il a besoin aujourd'hui du sens de l'innovation qu'est le vôtre, et je me tourne notamment vers les entreprises du numérique, parce que vous recevrez tous, en tant que participants à cette réunion, aussi une invitation à monter à Paris. À monter à Paris les 29 et 30 novembre prochains, c'est dans 15 jours, aux Assises du numérique. Alors, ce sera l'occasion aussi pour nous de vous montrer qu'on peut mobiliser 1200 personnes dans un amphi. Mais ceci mis à part, sous le patronage de Nelly Creus, avec Arnaud Montebourg, avec Louis Gallois, avec l'ensemble des fédérations du numérique, on va, entre guillemets, taper du poing sur la table et dire où elle est la 23e proposition du rapport Gallois. Celle sur le numérique, dont on dit qu'il est capable de lever 37%, aujourd'hui c'est 37% de croissance sur la filière logicielle l'an dernier. C'est 300 000 emplois. C'est le secteur qui est le plus costaud, le plus locomotive, le plus porteur en France et en Europe. Donc à un moment donné, il y a beaucoup d'élus pionniers qui le disent, qui le savent, ils ne sont peut-être pas encore assez nombreux, mais je crois que les pigeons étaient une illustration un peu particulière de cette réaction du monde des startups. Ça ne concernait pas que le numérique d'ailleurs. Mais ce phénomène-là mis à part, je crois que la méthode n'est pas forcément mauvaise, que d'être capable de montrer, et il faut monter à Paris pour ça. Alors Jean-Marc Silva le fait au même moment, il veut faire une retraite au flambeau dans la rue de la Soif. C'est absolument génial ce que fait Jean-Marc Silva. Mais quelque part, les montagnards, j'ai envie de dire, mobilisez vos partenaires, mobilisez vos élus, emmenez-les aux Assises du numérique pour qu'ils prennent conscience de ce que ce secteur peut pèse déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, la filière numérique, c'est 6 fois le poids de l'automobile en France en termes de PIB. Voilà, il faut se le dire, il faut l'avoir en tête, et puis il faut arrêter de tourner en rond. Et je crois que les montagnards aujourd'hui doivent descendre de leur montagne, et je le dis sans le moindre esprit d'ironie. C'est un sujet central. Le président Vincent Decker, président du Cantal et ancien président de l'ANEM, en avait fait un de ses chevaux de bataille. Je crois qu'il a commencé un travail. Continuons à être pionniers, diffusons cette bonne parole, et croyez MyCity, on va s'employer à le faire. En tout cas, merci pour tout. Merci à la commission qui, elle, était bien présente. Hervé Dupuis hier, Marc Lobé aujourd'hui. Merci beaucoup à ceux qui étaient là, d'être à la fois des écoutants, mais aussi des relais, puis des apporteurs. MyCity est là pour entendre vos propositions et les faire circuler auprès des associations d'élus. Et puis après, la volonté politique, elle appartient aux politiques. Voilà.